Bienvenue à tous à cette présentation qui s'intitule La persévérance en formation à distance, enjeux, facteurs et conseils, qui est issue d'un projet de recherche qui a été mené dans le cadre d'une subvention avec le FRQSC. Et je laisse ma collègue Katia continuer. Donc, le plan de la présentation d'aujourd'hui, on va vous parler du questionnement qu'on a eu de la revue de littérature de façon très sommaire, parce qu'on a le temps est limité, de la recherche menée, présenter quelque peu la méthodologie mise en œuvre, les analyses qui ont porté sur les cours et sur l'accompagnement, et puis revenir à quelques constats et conseils avant de vous parler de ce qu'il est possible de faire pour aller plus loin. Donc, on va être assez synthétique pour respecter au maximum le temps qui nous est accordé et laisser du temps pour les échanges parce qu'évidemment, il y aurait tellement à dire sur une recherche de plusieurs années qu'on préfère pouvoir échanger par la suite. Donc, notre questionnement vient d'où? Eh bien, il vient du fait que la persévérance est problématique à plusieurs niveaux, notamment au niveau du premier cycle. On sait bien qu'il y a beaucoup de recherches qui mettent en avant que les étudiants abandonnent à l'entrée à l'université, souvent dès les premières sessions parce que ça fait beaucoup de changements, peut-être que l'orientation n'est pas bonne, etc., etc. Donc, on sait qu'il y a une question concernant la persévérance et l'abandon au niveau du premier cycle universitaire. Et cela se pose également de façon très générale en formation à distance, où on pointe souvent les taux d'abandon très élevés. On dit souvent, ah oui, la formation à distance, mais il y a beaucoup d'abandon. Selon les études, ça varie énormément. On a des taux d'abandon qui vont de 15 à 78% selon les travaux de recherche. Donc, ça varie beaucoup. Mais que l'on soit à 15 ou à 78%, quand il y a des comparaisons, et il y en a eu beaucoup, de taux avec la formation en présence, c'est toujours plus élevé qu'en présence. Et donc, on se demande toujours bien pourquoi finalement l'abandon est si élevé en formation à distance, pourquoi ça l'est aussi au premier cycle, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, on s'est un petit peu attardé sur ces travaux de recherche et on s'est demandé bien quels sont les facteurs qui influencent la persévérance en formation à distance, tout particulièrement au premier cycle, mais ça n'aurait pas forcément beaucoup d'influence si on faisait au second cycle. La formation à distance est assez générale, mais dans notre échantillon, on a pris des étudiants du premier cycle. Donc, la revue de littérature sur le sujet est quand même assez abondante. Il y a beaucoup de travaux qui portent sur la persévérance et l'abandon en formation à distance. On a vraiment pris l'ensemble. Donc, dans notre quête, on a pris les termes persévérance, les termes abandon en français, en anglais, etc. Parce que souvent, on voit un côté de la médaille et pas l'autre. Il y a souvent un peu plus de travaux d'ailleurs sur l'abandon que sur la persévérance. Et puis nous, on avait envie de l'attaquer sous l'angle de la persévérance qui est plus positif, mais évidemment, vous ne pouvez pas le faire sans traiter de l'abandon. Donc en général, on voit trois types ou trois catégories de facteurs qui sont étudiés. Les facteurs personnels, ceux qui sont vraiment liés aux caractéristiques des étudiants, donc l'influence de l'âge, des travaux qui vont dire par exemple, les étudiants plus âgés persévèrent moins bien que les étudiants plus jeunes. D'autres qui vont dire que ça n'a pas d'influence. Le genre, souvent les travaux vont dire bien final, les femmes persévèrent mieux que les hommes, mais certains travaux disent en formation à distance, ça n'a pas tant d'influence que ça. Il y a aussi toutes les questions de la motivation, de la confiance en soi, de l'auto-efficacité, etc. Il y a également les facteurs environnementaux qui sont parfois étudiés, donc tout ce qui est conciliation, travail-études, famille-études, le soutien des proches, etc. Tout ça, on sait que ça joue un grand rôle en formation à distance. Et également les facteurs institutionnels, donc tout ce qui est comment se passent les procédures d'inscription en formation à distance, quel est le soutien de l'institution, est-ce que le cours est intéressant pour les étudiants, etc. Donc, des différentes catégories de facteurs qui sont pris en compte de façon plus ou moins globale, c'est-à-dire qu'il y a des recherches qui portent que sur l'un ou l'autre facteur, par exemple sur le genre en formation à distance. C'est un facteur parmi d'autres qui vont être plus sur, bien, on va prendre l'ensemble des données sociodémographiques puis voir comment ça a une influence. Donc là, on est plus vraiment sur une catégorie plus large. Donc, différents travaux, mais finalement, il y a très peu de travaux qui essayent de voir comment on peut prendre tout en compte, parce qu'à chaque fois, on voit les études qui disent, bien, on prend tel ou tel aspect, et ça explique, oui, sans doute une partie de l'abandon,
mais finalement, c'est très difficile de voir comment prendre en compte plusieurs facteurs. Donc, dans notre recherche, on a essayé de se dire, bien, on va s'attaquer à plusieurs catégories de facteurs simultanément. Donc, on s'est intéressé aux caractéristiques des étudiants, donc en prenant les données sociodémographiques, les stratégies d'apprentissage, les styles d'apprentissage, les conditions environnementales qu'on a mis là-dedans, à l'organisation pédagogique des cours qui est étudiée, mais pas si souvent que ça. On voit moins de travaux sur cet aspect-là, à savoir tout ce qui concerne le design pédagogique des cours, non pas du point de vue de l'ingénierie pédagogique, mais bien du point de vue de l'usager qu'est l'apprenant. Et l'encadrement pédagogique des cours, donc on peut aussi parler d'accompagnement, donc tout ce qui concerne bien le tutorat ou l'accompagnement qui est offert aux étudiants, est-ce qu'il y a une forme de présence, des activités, des interactions, un soutien finalement qui leur semble suffisant ou pas, et essayer de voir finalement dans quelle mesure tout ça joue un rôle ou non sur la persévérance des étudiants en formation à distance. Donc, notre méthodologie, on s'est appuyé sur différentes sources de données. Donc, d'une part, les inscriptions et les abandons qu'on a obtenus du registraire. Ça nous a aidé tout d'abord à faire un choix des cours sur lesquels allait porter notre enquête. Donc, on a cherché des cours dans lesquels il y avait suffisamment d'inscrits, parce qu'on s'entend que si on prend des cours où il y a 20 inscrits, on sait très bien qu'au moment où on a des résultats d'enquête qui ne seront que sur une partie, on ne pourra rien généraliser. Donc, on a pris des cours où les inscriptions étaient suffisamment conséquentes et les taux d'abandon variables. Donc, certains avec des taux d'abandon assez faibles et d'autres avec des taux d'abandon forts pour pouvoir avoir des différences. On a choisi donc comme ça 19 cours dans lesquels on a fait mener des enquêtes auprès des étudiants, donc sous forme de questionnaires ou de sondages. On avait initialement un seul questionnaire, mais il était tellement long, on s'est dit ça va être dissuasif pour les étudiants. Donc finalement, on l'a coupé en 3 questionnaires qui étaient envoyés à différents moments via la plateforme Live Survey. Un premier questionnaire qui portait sur les caractéristiques des étudiants et leur stratégie d'apprentissage, un autre sur le design pédagogique et l'accompagnement dans les cours. Donc, on les interrogeait plus particulièrement à propos d'un cours via lequel on les situait, et également un autre sur les styles d'apprentissage. Aujourd'hui, on ne vous parlera pas du questionnaire sur le style d'apprentissage pour la simple et bonne raison que les résultats n'ont pas été intéressants en termes de persévérance et d'abandon. Par contre, les 2 premiers questionnaires nous ont donné des résultats intéressants, et de plus, nous avons fait une analyse de ces 19 cours, et donc on va vous parler aussi de la façon dont ces 19 cours ont été analysés, ce qui est assez original par rapport à la littérature sur le sujet. Donc, en termes de questionnaires, nous avons eu 791 répondants donc, qui ont répondu aux 3 questionnaires. Il y en avait un peu plus si on n'avait pris que le premier, là, mais on a cherché ceux qui avaient répondu à l'ensemble. Donc, il y a majoritairement des femmes. Ce n'est pas surprenant parce qu'à la TELUC, 71% sont des femmes, donc c'est assez logique. La moyenne d'âge aussi, enfin, on a vérifié, tout est conforme pour dire que l'échantillon est représentatif. Il y avait 2 variables qui étaient un peu moins représentatives, mais qui n'étaient pas très importantes en termes de genre, d'âge, etc. On est pas mal représentatif des étudiants de la TELUC qui sont souvent des femmes avec une moyenne d'âge de 34 ans qui ont souvent une vie de famille qu'ils doivent concilier avec leurs études, donc, et qui sont en général francophones et de citoyenneté canadienne. Donc, il n'y avait rien d'extravagant dans cet échantillon-là. Concernant les cours, je vais laisser Serge vous parler un petit peu des variables et de la façon dont les cours ont été analysés, puis des résultats. Je reviendrai avec vous pour les résultats portant sur l'accompagnement. Voilà. Donc, merci Katia. Ce qu'on a fait comme travail est parti d'une idée, c'est-à-dire que un collègue nous faisait remarquer que souvent, dans les études qui cherchent sur la persévérance, l'abandon, on est toujours dans une logique de dire, essayer de trouver une corrélation entre un facteur et un résultat X, Y ou Z. On est toujours où on a souvent des études qui vont aller chercher du qualitatif, c'est-à-dire qu'ils vont aller rencontrer les gens qui ont abandonné, comprendre les raisons de leur abandon et ainsi de suite. Mais il y a peu de travaux, comme Katia a dit, qui portent sur
ça se pourrait-tu que le cours qu'ils ont suivi peut avoir une influence, le design pédagogique du cours a une influence sur la persévérance. Puis il y a quelques travaux, on sait que s'il y a beaucoup d'interactions, c'est bien. On sait aussi que si la charge de travail est perçue comme étant trop lourde, ça peut amener l'abandon, et ainsi de suite. Bon. Mais là, on s'est dit, bon, ben, comment on fait pour analyser le design d'un cours? Parce que, je veux dire, un cours, c'est un peu comme pas une recette, mais c'est pratiquement on pourrait appeler ça une recette que chaque prof crée sa propre recette. Comment on fait pour les comparer? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une grille d'analyse qui travaille avec 67 variables par séance, c'est-à-dire que même si c'est un cours à distance asynchrone, on va parler d'un module, c'est l'équivalent d'une séance, qu'est-ce que la personne doit faire dans ce cadre de ce module-là, ou si c'est un cours synchrone, qu'est-ce qu'il doit faire pendant cette séance-là. Donc, on s'est intéressé à savoir, bon, si c'était synchrone, asynchrone, quelles sont la nature des activités qu'on leur propose. Est-ce que c'est des activités de découverte, des activités d'appropriation de nouvelles connaissances? Est-ce que c'est des exercices? Quelles sont les évaluations diagnostiques, formatives, sommatives qu'on leur propose? Quelles sont les stratégies d'encadrement qui sont prévues à l'intérieur d'un module? Donc, ce n'est pas une réaction de la personne qui assure l'encadrement, mais bien une intervention. Je ne sais pas, moi, je donne un exemple. À la semaine 7, l'enseignant ou la personne qui est désignée pour faire l'encadrement fait une séance de questions-réponses pour préparer à une évaluation. C'est prévu dans le scénario du cours. Donc, on est allé aller chercher ces événements-là. Quelle est qu'est-ce qu'on demande de faire comme activité d'apprentissage? Est-ce qu'on fait faire des interactions d'enseignement par les pairs? Est-ce qu'on a des travaux, des activités qui sont en équipe ou pas? Donc, vous pouvez comprendre que la grille, elle a explosé jusqu'à 67 variables, puis on a pris chacun des cours, puis on a analysé chacune des séances ou chacun des modules pour vérifier la présence ou pas de ces éléments-là et la fréquence aussi. Donc, c'est ce qu'on a fait comme travail d'analyse. C'est un travail de moine, c'est pour ça qu'on l'a fait avec 19. Qu'est-ce qu'on a fait par la suite? C'est-à-dire qu'on a été allé chercher ce qu'on appelle, on a fait des tests, voir si c'était les données étaient fiables. Et ce qu'on a fait dans un deuxième temps, on a essayé de voir est-ce qu'il existe des silhouettes ou je veux dire le terme en anglais, des patterns de cohésion ou des regroupements de variables qui permettent de créer pas de caractériser, qui permettent de créer des cours types. C'est-à-dire que est-ce qu'on pourrait avoir un cours A qui possède telle ou telle caractéristique et ce cours-là, est-ce qu'il favorise ou défavorise, là, dans le fond, est-ce qu'il favorise l'abandon ou la persévérance selon ses caractéristiques? Et est-ce que le cours B, est-ce que le cours C, puis ce qu'on a réussi à faire, on a créé ce qu'on appelle des clusters. Et les clusters, c'est avec une forte cohésion, là, dans le sens qu'on a réussi à identifier 5 cours, 5 clusters, 5 types de cours qui peuvent favoriser ou non la persévérance ou l'abandon. Donc, on est arrivé avec les 19 cours à 5 clusters comme ça. Donc, on ne peut pas dire que ce cours-là, on ne peut pas dire que si on crée un cours je vais recommencer. On ne pourrait pas dire dans les 19 cours, le cours numéro 1, c'est un cluster 1, le cours numéro 2, c'est un cluster 5. On ne peut pas arriver à dire ça parce que c'est des créations, c'est des constructions statistiques. Sauf que on peut dire que le cours 1 ressemble de plus en plus ou ça s'apparente beaucoup à un des clusters aussi. Et ça se peut que ça s'apparente à aucun, mais s'il s'apparente à un de ces clusters-là, ça va avoir un impact sur la persévérance et la réussite. Je ne sais pas si c'est peut-être difficile à saisir, là, mais c'est comme des archétypes là, que Jung disait, c'est-à-dire que c'est des cours idéaux, mais qui peuvent être positifs ou négatifs. C'est-à-dire que quelqu'un qui regarde ça pourrait dire, ben moi, mon cours ressemble plus à un cluster 5, bon, ben c'est à quoi comme effet sur la persévérance? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on fait une analyse comme ça pour arriver à 5 cours types. Donc, qui se distinguent selon 22 des 67 variables. C'est-à-dire que de façon statistique, ces cours-là se distinguent en fonction de ces 22 variables-là. Si je prends l'exemple le cours type 1, c'est très axé sur la lecture avec des activités d'appropriation de connaissances, des exercices pratiques et des évaluations formatives. Ça, c'est le cours type 1. Est-ce que ça veut dire que si je fais un cours qui a des évaluations formatives, ça favorise la persévérance? Non.
pour pouvoir dire qu'on ressemble au cours type 1, il faut dire qu'on est axé sur la lecture, qu'on a des activités d'appropriation, qu'on a des exercices pratiques et des évaluations formatives. Donc, c'est la somme de toutes ces caractéristiques-là qui fait qu'on peut dire qu'un cours s'apparente au cours type 1 et que ça peut avoir des effets positifs ou négatifs sur la persévérance. On va arriver au résultat. La même chose avec le cours type 2 qui nous dit que c'est très axé sur les activités d'appropriation. On demande aux étudiants de visiter des sites web externes et des activités d'évaluation formative et c'est plus modéré sur le plan des activités de lecture. Donc, vous voyez, comprenez la logique, là, dans le fond, c'est qu'il y a 22 caractéristiques et il faut que les cours aient ces 22 caractéristiques-là pour pouvoir être correspondent à l'idéal du cours type 1, 2, 3 ou 4 ou 5. Voilà. Pour la suivante. Ce qu'on a fait, c'est que en faisant le premier test, on a dit si un cours s'apparente au cours type 1, est-ce que ça change la persévérance ou l'abandon? À l'inverse. Et si on prend juste les cours types, la réponse, c'est non. On ne peut pas dire que le cours 1, 2 ou 3 ou 4 ou 5 est capable, va tendre à favoriser ou pas la persévérance. Ça, c'est clair, il n'y a pas de corrélation directe. Par contre, le résultat le plus intéressant qu'on a eu, c'est la diapo suivante, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y a des variables sociodémographiques qui, en fonction des cours types, des clusters, quand on combine les variables sociodémographiques et les cours types, les cours, le design pédagogique des cours va avoir un effet, comme on appelait ça attendez un peu, je vais chercher mon mot-clé, joue un rôle de facteur de risque ou de protection. Et ça, c'est très fiable statistiquement. C'est-à-dire que, je vais donner l'exemple, si un étudiant est dans le cours, suit un cours de cluster 2 et que son état civil, là, je ne m'en souviens pas par cœur, là, mais selon son état civil et sa situation familiale, il va peut-être, il va avoir une plus grande propension à l'abandon du cours. La même chose dans le cluster 3, c'est-à-dire qu'un étudiant qui a une caractéristique spécifique de sa situation financière, s'il suit le cours type numéro 3, il va avoir une plus grande propension à l'abandon du cours. Bon, voyez-vous, l'idée, c'est que le design des cours n'a pas d'influence directement sur l'abandon dans les cours, ce qu'on a trouvé. Par contre, c'est qu'on s'est rendu compte que ça a un facteur de favoriser l'abandon ou à la limite un facteur de protection à l'inverse. C'est-à-dire que les étudiants, que peu importe leur variable sociodémographique, s'ils suivent un cours du type 1, cluster 1, ça n'a aucun effet sur l'abandon. Comprenez la logique aussi, c'est que c'est pas juste, ça favorise l'abandon, ça protège de l'abandon aussi. Et ça, jusqu'à maintenant, on n'a pas vu de travaux qui vont de ce côté-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une corrélation entre un facteur sociodémographique et l'abandon. On a un effet court, là. On a un effet tampon qui vient du design pédagogique des cours qui pourrait aider ou pas à inciter ou pas les étudiants à abandonner ou pas. Voilà. On arrive à l'encadrement. Donc, on s'est également intéressé à l'encadrement dont il bénéficiait dans ces différents cours. Et on a regardé s'ils étaient satisfaits ou pas de l'accompagnement reçu. Donc, 60% nous disaient qu'ils étaient satisfaits donc de l'accompagnement ou de l'encadrement reçu. 6% indiquaient qu'ils auraient souhaité plus de rencontres en présence parce qu'il n'y en a à peu près pas. Là, à la TELUC, c'est vraiment des cours asynchrones. 13% auraient souhaité davantage de rencontres synchrones parce que c'est ça arrive qu'il y en ait, mais c'est pas si fréquent que ça. 24% auraient souhaité plus d'interactions, surtout au niveau prof-étudiant, et 14% plus d'interactions en groupe, c'est-à-dire avec d'autres étudiants, ce qui est finalement là aussi pas toujours très présent à la TELUC où on est sur des cours très autoportants. On a fait un test D de student qui nous montre que les étudiants qui persévèrent sont plus satisfaits de l'encadrement offert par les intervenants sur les différents plans de soutien à l'apprentissage. Donc, ce qu'on a considéré comme plan de soutien à l'apprentissage, c'est ce qu'on vous met à droite, donc au niveau cognitif, méthodologique, métacognitif, motivationnel, socio-affectif, technologique et administratif. Et évidemment, là où on voit qu'il y a souvent le plus fort soutien qui est reçu, c'est au niveau cognitif et méthodologique. Mais dans l'ensemble, ce qui est très intéressant de voir, c'est quand même que lorsqu'ils sont satisfaits de l'encadrement, eh bien, souvent, ce sont des étudiants qui persévèrent plus. Donc, il y a bel et bien un lien, au moins, entre la satisfaction qui est retenue des activités d'accompagnement et le fait de persévérer. Par ailleurs, on a également procédé à une analyse par cluster, comme vous l'a expliqué Serge.
Donc, il s'agit là aussi de construction d'archétypes ou d'idéotypes pour ceux qui sont familiers avec la terminologie de Weber. Donc, on aurait un profil type 1 qui concerne les étudiants qui concilient finalement études, travail et famille, qui représentait 53% de notre échantillon. Un profil type 2 qui concerne les étudiants qui concilient juste études et travail, mais qui n'ont pas de famille à charge. Et un profil type 3 pour les étudiants qui concilient études et famille, mais qui ne travaillent pas. Et ce qui est intéressant, bien, c'est ces étudiants, donc les deux premiers, comme ils travaillent, ils financent leurs études par eux-mêmes. Et le dernier type, une des caractéristiques est aussi que le financement des études repose sur les prêts ou les bourses. Et ce qu'on voit qui est assez intéressant, c'est que la satisfaction varie selon ces types-là. Au niveau du profil type 1, on voit qu'ils sont moins satisfaits ou qu'ils ont moins d'attentes que les étudiants des autres clusters concernant le soutien que les intervenants ou les pairs peuvent apporter. Et ils sont plus satisfaits que les deux autres clusters du soutien de leurs proches. Ils vont souvent dire bien, on est très aidé par notre conjoint, notre conjointe, etc. Donc, ils se sentent soutenus par leurs proches et finalement, ça a l'air de fonctionner comme ça avec finalement plus de soutien des proches que de soutien des intervenants. Au niveau du profil type 3, ce qui le caractérise, eh bien, c'est qu'ils souhaiteraient plus d'interaction entre étudiants et ils apprécient davantage que les autres clusters le soutien des intervenants sur les différents plans. Donc, on voit que c'est pour eux, ils ont vraiment besoin de ce soutien, puis quand ils en ont, ils l'apprécient et ils se désinscrivent plus que les clusters 1 et 2 au bout d'un an. Et le fait est qu'on voit qu'il n'y a finalement pas toujours assez de soutien. C'est souvent eux qui vont réclamer qu'il y ait plus de soutien par les pairs, mais il y a peu d'activités de groupe. Donc, ils sont un petit peu en manque de ce côté-là. On peut le comprendre, on peut faire l'hypothèse évidemment que comme ils n'ont pas d'activité professionnelle par ailleurs, bien, ils ont moins de contacts en dehors de ceux qu'ils ont avec leur famille et qu'ils ont davantage besoin de contact avec les personnes dans leur cours, tandis qu'au niveau du profil type 1, ils sont tellement surchargés que même s'ils ont peu finalement de soutien, ils se disent qu'on n'aurait pas le temps d'avoir plus d'activités. Donc, il y a peut-être des choses comme ça, mais c'est assez intéressant finalement de voir que là aussi, la satisfaction liée à l'encadrement et le rapport entre l'encadrement et la persévérance peut être lié à des profils types d'étudiants déterminés par des caractéristiques notamment sociodémographiques et professionnelles. Et donc, ça permet de croiser différentes dimensions qui permettent d'aller plus loin que de dire simplement, bien finalement, les étudiants qui ont telle caractéristique abandonnent plus ou pas. On voit qu'on arrive à des résultats assez intéressants et originaux en faisant ce processus. Donc, quelques constats et conseils en y allant de façon très synthétique. Donc, on voit qu'il y a de nombreux facteurs qui influencent la persévérance, mais qu'aucun n'est suffisant à lui seul pour l'expliquer. Et qu'il s'agit donc de croiser les données autant que possible et puis d'intervenir évidemment où on peut. C'est sûr qu'on ne peut pas intervenir dans le soutien qu'apporte le conjoint à notre étudiante, mais par contre, si elle a besoin de davantage d'intervention, là, on peut intervenir auprès d'elle. Les variables sociodémographiques, on voit aussi qu'elles expliquent une grande partie de la propension d'abandon de l'étudiant. Donc, il s'agit évidemment de connaître comment. Là, on le voit pour les étudiants de premier cycle à la TELUC, mais on sait qu'avec la COVID, beaucoup de formations à distance sont mises en place auprès d'étudiants qui vont avoir des caractéristiques différentes de ceux qu'on a à la TELUC. Donc, il sera intéressant de savoir comment. Et puis, d'essayer d'en favoriser la prise en compte, que ça soit par la différenciation ou autre, mais de voir comment on peut finalement s'adapter aux besoins de nos étudiants. Donc, pour aller plus loin, on arrive à la fin. Pour aller plus loin, on a un ouvrage sur la persévérance et l'abandon en formation à distance qui va être publié au PUC au mois d'août, normalement. Donc, vous avez en avant-première la couverture et c'est là-dedans que vous allez avoir toutes les références parce que là, on n'en a pas mis. Il y a tellement de travaux sur le sujet. Donc, toutes les références, les détails de notre étude et d'autres études également est présente.